Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Cegid Connection 2018. Et merci d'avoir répondu si nombreux. On attend environ 3000 personnes tout au long de la journée. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que c'est la première fois que nous sommes réunis tous ensemble. Et cela veut dire que pour la première fois, sont réunies toutes les parties prenantes de Cegid. Les clients du public, du privé, nos experts comptables, et plus largement tous les métiers de la comptabilité, les métiers de la finance, de la fiscalité, de la paye, de la gestion des ressources humaines et du retail. Nous avons aussi l'ensemble de notre écosystème, à savoir nos revendeurs, les cabinets de conseil, nos intégrateurs et nos partenaires technologiques. Je suis aussi heureux d'accueillir une quinzaine de startups qui sont le symbole du dynamisme de notre économie. Et puis j'ai voulu inviter l'ensemble des managers de Cegid pour les associer à ce grand événement. Je vous incite vivement à les solliciter, à échanger avec eux tout au long de cette journée. Un grand merci à tous ceux qui viennent de loin. Je sais que nous avons dans la salle des invités qui viennent du Canada, de Californie, de Shanghai. Je remercie notre président Jean-Michel Aulas qui a fait un court intermède dans son voyage en Russie, puisqu'il est supporté notre équipe de France. Merci Jean-Michel d'être là aujourd'hui avec nous. Et aujourd'hui, c'est important parce que c'est un tournant dans l'histoire de Cegid. Cegid, vous connaissez. Vous nous connaissez parce que nous sommes leaders sur le marché de l'expertise comptable. Et effectivement, nous sommes très forts dans ce domaine et nous sommes fiers d'être forts dans ce domaine. La majorité des experts comptables en France utilisent nos solutions. J'en ai vu ici dans la salle qui sont clients depuis longtemps et qui nous font confiance depuis plus de 30 ans. Je voudrais les remercier de leur fidélité et de leur confiance. Et les experts comptables nous font confiance car ils nous ont recommandés auprès de leurs clients. Et c'est aujourd'hui 150 000 petites entreprises qui utilisent nos solutions SaaS au travers de nos portails collaboratifs. Un grand merci à vous tous. Mais est-ce que vous connaissez bien Cegid? Est-ce que vous nous connaissez? Au-delà du produit que vous utilisez et au-delà de cette spécialisation sur le marché de l'expertise comptable. Je vais me permettre de vous donner quelques chiffres qui vous permettent de montrer l'impact que Cegid a de façon globale sur l'économie. Cegid, c'est 4 millions de bulletins de paye qui sont issus tous les mois de nos solutions.
En 2017, nos portails ont traité 23 milliards d'euros de TVA. Nous sommes parmi les 3 premiers vendeurs de SaaS en France, avec Salesforce et Microsoft. Et puis Cegid est un contributeur fort de la digitalisation de l'économie française. Un exemple, nous avons, sur l'année dernière, traité 4 millions de factures papier par mois et nous les avons numérisées grâce à nos solutions. Cegid, c'est 39 sociétés du CAC 40 qui utilisent nos solutions pour l'intégration et les déclarations fiscales. Je suis confiant qu'on va arriver bientôt à la 40e. Cegid, c'est 1000 enseignes de toute taille, du commerce spécialisé au commerce de luxe. Cela représente 70 000 magasins dans 75 pays. Et nos offres sont disponibles dans 25 langues. Et nous avons organisé notre assistance dans un mode Follow the Sun, 24/7. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous présenter l'ensemble de notre savoir-faire, ce qui fait la fierté de 2400 collaborateurs. Nous savons en tant que leader qu'il faut toujours aller plus loin, se développer, se challenger pour mieux vous accompagner, pour mieux vous servir. Nous devons être à la pointe de la technologie, et une technologie que je qualifierais d'utile. Cela veut dire être en capacité de vous proposer, à vous, nos clients, vous les utilisateurs de nos solutions, des innovations qui font du sens pour vous, qui vous font gagner du temps, qui répondent à vos besoins métiers, qui vous ouvrent de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, pour être plus simple, plus efficace et pour mieux servir vos clients. À l'heure où les paradigmes changent, où la concurrence vient de là d'où on ne l'attend pas, elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus internationale aujourd'hui, où les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses, paradoxalement, Cegid est prêt. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à supporter vos ambitions. Par l'écoute des besoins, de vos besoins, de nos clients, par notre expertise en technologie, par notre connaissance intime de vos métiers, par notre savoir-faire réglementaire, nous vous proposons des innovations qui font la différence. La communication, la compréhension et la collaboration sont tout aussi importantes que la technologie elle-même. C'est en vous associant, en vous accompagnant que nous contribuons à la réalisation de vos ambitions, que nous rendons vos projets utiles. Quand je parle d'accompagnement, je pense avant tout à pérennité. Nous sommes parmi les leaders, je l'ai dit, que ce soit dans l'édition de logiciels de gestion, pour le secteur du retail, qu'il s'agisse de la profession comptable, dans la fiscalité, dans la gestion des talents, dans la paye, dans le secteur public, dans le ERP financier, etc. Eh bien, lorsqu'une entreprise, qu'elle soit du privé ou du public, doit faire un choix de solution de gestion, elle attend de son éditeur de logiciels qu'il s'engage et que ça soit un vrai engagement de sa part, et cela de manière durable. Donc oui, nous sommes une entreprise qui compte et nous allons aller encore plus loin. Mon engagement, le mien, mais aussi celui des 2400 collaborateurs de Cegid, celui des actionnaires, auprès de vous tous, c'est de faire de Cegid une entreprise encore plus forte. Nous nous en donnons les moyens, aussi bien en interne qu'en externe. En interne, en rendant notre organisation plus agile, nous avons repensé notre organisation pour être plus efficace, pour avoir une relation plus fluide avec vous, avoir une plus grande force de frappe, en particulier en recherche et développement, et avoir un support client plus proche de vous. Sur ce dernier point, j'ai entendu nos clubs utilisateurs, j'ai lu nos enquêtes, et je sais que vos business évoluent de plus en plus vite et que nous devons améliorer nos délais de réponse et la qualité de nos produits. Et d'ailleurs, si vous êtes rentrés par les portes du haut, vous avez pu voir que nous avons mis en plein centre de nos halls d'exposition un help bar, et nos consultants et les gens du support sont là à votre disposition. Nous avons été les premiers à franchir cette rupture technologique, nous avons été pionniers pour vous émanciper de contraintes d'infrastructure et ainsi apporter de la stabilité dans nos produits, dans vos outils de production,
de la protection de vos données, de la scalabilité, de la maîtrise de vos coûts de possession, de cette prédictibilité de vos coûts de possession, de l'ouverture de vos systèmes d'information à vos clients et à vos partenaires. En termes d'évolutivité, en termes d'accessibilité, de capacité de mise à niveau et de résilience, le SaaS est un modèle de prestation de services de plus en plus populaire, avec un large éventail d'applications en entreprise. C'est en fait plus de sécurité, plus de conformité et plus de mobilité. Et demain, nous allons intégrer, et nous commençons déjà à intégrer, le meilleur des nouvelles technologies, comme par exemple l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de nos solutions. Nous continuerons à nous inspirer de vous, nos clients, avec les clubs utilisateurs, mais aussi auprès des pouvoirs publics et des gouvernements, pour être en amont, et très en amont, sur les évolutions réglementaires. Comme nous l'avons déjà fait avec la DSN, ou plus récemment, lorsque nous l'avons fait pour aider à définir le prélèvement à la source avec la DGFiP et Bercy. Et nous avons été un des premiers à signer la charte d'engagement. Dès lors que vous nous faites confiance, nous nous lançons ensemble dans votre aventure. Nous sommes là pour vous, que ce soit de la veille technologique ou que ce soit par des alliances pertinentes. Et ce n'est pas un hasard si les plus grands acteurs comme Microsoft ou IBM ont décidé d'avoir des partenariats stratégiques avec Cegid. Nous serons aussi plus forts en réalisant des acquisitions pour nous renforcer sur les marchés, aussi bien en France qu'à l'international. Et nous l'avons d'ailleurs fait à la fin de l'année dernière. Dans le monde du retail, nous avons fait l'acquisition de la société Sealand. Et dans le monde de l'ERP financier, nous avons fait l'acquisition de la société Caliac. À l'international, nous avons fait l'acquisition au Canada d'une société qui s'appelle Rita pour élargir le spectre fonctionnel de nos offres de talent management. Notre développement à l'international est clé pour notre développement et pour notre croissance. C'est un levier de conquête dans d'autres pays et qui va vous permettre de vous aider, vous, à vous diversifier à l'international ou à supporter vos croissances à l'international. Et ce n'est qu'un début. Voilà, vous l'aurez compris, je veux faire de Cegid, je veux faire de cette entreprise une entreprise encore plus forte. Une entreprise plus forte sur nos marchés français, plus forte dans nos ambitions internationales, plus forte dans notre esprit entrepreneurial, avec énergie, curiosité, innovation, forte dans un investissement, plus forte dans les partenariats avec les plus grands, plus forte dans la collaboration avec vous, plus forte avec nos 2400 collaborateurs, nos 2400 talents, plus forte dans la R&D, dans la recherche et développement, dans les portails collaboratifs, avec le SaaS, avec la mobilité, avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Nous voulons faire de Cegid une entreprise plus forte avec vous et pour vous, pour répondre à vos enjeux, pour vous aider à maîtriser la complexité de ces nouveaux paradigmes, pour partager les bonnes pratiques et partager vos métiers, pour vous permettre de saisir de nouvelles opportunités, pour initier un cercle vertueux centré sur les capacités des personnes, sur votre valeur ajoutée. Nous voulons vous permettre ainsi d'aborder l'avenir en toute confiance, vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Oui, vous pouvez faire avancer votre organisation. Vous pouvez tenir un cap clair et vous adapter à ce monde complexe. Produire une qualité constante et constamment accélérer votre production. Oui, vous pouvez obtenir le meilleur de vos ressources humaines, tout en attirant des talents pleins de ressources. Restez unique chez vos clients d'aujourd'hui et multipliez les prospects de demain. Oui, vous pouvez vous installer rapidement sur un marché et vous inviter là où personne ne vous attend. Écoutez chaque client, tout en proposant des technologies qui parlent à tous. Oui, vous pouvez additionner les réussites et réussir chacune de vos acquisitions. Vous montrez réactif sur le marché local
et vous développer durablement à l'international. Faire grandir votre rentabilité chaque jour, tout en investissant pour votre croissance future. Oui, vous pouvez gagner du temps. Et oui, vous pouvez le faire sereinement. Oui, vous pouvez avancer vers l'avenir en toute confiance. Oui, ouvrez les possibles avec Cegid. Merci. Donc en avant-première, aujourd'hui, je vous présente le nouveau logo de Cegid, la nouvelle approche graphique de notre logo. Aujourd'hui, si vous allez sur le site internet de Cegid, le site a été complètement refait et avec une nouvelle approche. Je vous invite à aller visiter le site et à surveiller de près toutes nos communications et l'empreinte que l'on va avoir aujourd'hui sur le marché, aussi bien en France qu'à l'international. Revenons à cette journée. Cette journée, elle est faite pour vous. Je vous invite à en profiter, d'aller au forum métier, de participer aux ateliers, de parler avec les collaborateurs et les managers de Cegid, de parler entre vous. Toute cette journée, vous allez pouvoir prendre la dimension du nouveau Cegid, de toute la force de notre écosystème qui est présente avec nous, de la confiance de nos clients qui témoignent à nos côtés et qui s'engagent avec nous et qui sont dans la salle, mais aussi juste après moi, sur scène et dans les forums métiers. Nos clubs utilisateurs sont là aussi avec nous. Vous pouvez leur poser des questions. Ils seront sur le hall d'exposition. Vous pourrez mesurer la fidélité de nos partenaires, les gens qui exposent, les éditeurs métiers, nos revendeurs et les partenaires technologiques qui sont aujourd'hui avec nous. Nous avons aussi le plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir de nombreuses startups dont la plupart sont accompagnées par la Fondation Cegid. Participez au forum métier, aux ateliers thématiques, visitez le village technologique, bénéficiez au maximum de cette journée, car je vous le redis, elle est faite pour vous. Allez à la rencontre des collaborateurs de Cegid, posez des questions, interagissez. Quant à moi, je serai avec vous tout le long de cette journée, mais plus précisément, je vous donne rendez-vous à 17h45 dans cette même salle avec un invité, Bertrand Piccard, qui à sa manière, lui aussi, a ouvert les possibles. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à la maîtresse de cérémonie. Je suis ravi qu'elle ait accepté d'animer cette plénière. Elle est journaliste, productrice, auteure française, spécialiste de la vie politique américaine, des nouvelles technologies et de l'actualité d'Internet. Je peux vous assurer qu'elle connaît très très bien notre industrie. Merci d'accueillir Marjorie Paillon. Marjorie. Merci, bonjour Pascal. Bonjour. Merci à vous. Je vous propose quelques applaudissements pour Pascal Huon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je suis donc Marjorie Paillon, jusque-là tout va bien. Je suis surtout ravie d'être avec vous aujourd'hui ici au Palais des Congrès pour cette grande journée où on va justement revenir sur les sujets qui vous concernent et ils sont multiples. Vous le verrez, on va justement détailler tout cela au cours de cette première session de plénière. Ensuite, à 11h30 très précise, on se retrouvera pour l'ouverture des forums métiers et puis cet après-midi pour des workshops où là on va pouvoir aller faire des focus vraiment business unit par business unit, sujet par sujet, pour essayer d'aller de plus en plus près vers ces sujets qui sont très importants pour vous. Alors justement, Pascal le rappelait il y a encore quelques secondes, vous allez pouvoir vous familiariser ou vous refamiliariser avec les visages de Cegid tout au long de cette journée, mais pour l'heure, on va se parler de cloud, évidemment, puisque le cloud se démocratise, il fait partie des stratégies de développement de très nombreuses organisations, notamment des vôtres, et que Cegid, lui, est en quelque sorte l'usine qui produit des briques technologiques à la base de la révolution numérique. On va en parler avec ceux qui vont être mes sparring partners tout au long de cette session plénière, Sylvain Mousset, le CTO de Cegid, et André Brunetière, le directeur R&D et Product Management de Cegid. Bonjour messieurs. Bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie, bonjour. On
On démarre cette session avec justement cette question, évidemment, cloud. Sagid a toujours été précurseur en la matière. Aujourd'hui, évidemment, il y a une multitude de nouvelles offres technologiques qui nous sont proposées à tous, mais pour vous, quelles sont celles qui vont se détacher dans un proche avenir? Bonjour. Avec tout ce qui émerge aujourd'hui, je suis convaincu que nous sommes proches d'un changement majeur pour les utilisateurs clés des solutions de gestion, notamment au sein des directions financières et des directions des ressources humaines. Je pense que nous allons passer de solutions qui déterminaient le travail à des solutions qui vont libérer le travail. En effet, avec ce que les technologies apportent aujourd'hui, nous pouvons vraiment automatiser les tâches répétitives qui étaient jusque maintenant une composante importante de ces métiers. Et ce répétitif va donc disparaître de la charge de travail quotidienne. Et c'est donc plus de temps pour échanger, pour collaborer, plus de temps pour réfléchir aux options à prendre, plus de temps pour mettre en œuvre des décisions, bref, pour avancer. Ceci, au lieu de passer son temps à faire de la saisie, du contrôle et de manipuler toujours les mêmes tableaux. Et ce temps libéré va être nécessaire pour faire face à la complexité croissante des entreprises et des organisations publiques. Toujours plus de données, toujours plus de finesse dans la compréhension des attentes des clients ou des citoyens, toujours plus de sophistication dans les dispositifs industriels qui créent vos offres. Nos solutions vont aller au-delà de libérer du temps par l'automatisation. Elles veulent aussi apporter de nouvelles lectures de cette complexité, lectures qui permettront de décider et d'agir d'une manière que nous n'imaginons même pas aujourd'hui. Et tout cela dans le cloud. C'est vrai, Marjorie, nous avons été précurseurs dans le cloud et nous avons même écrit une belle première page avec nos clients dans le nuage. On pourrait dire, le cloud, c'est fait. Le cloud, c'est fait. Maintenant, une nouvelle page s'ouvre à nous. Le cloud, c'est finalement le lieu le plus sûr et le plus performant pour, d'une part, manipuler des masses de données en pleine explosion et, d'autre part, le seul lieu où les logiciels peuvent exprimer tout leur potentiel. Ce potentiel, il est fait de simplicité et de pertinence. La simplicité d'abord en masquant la complexité des règlements, des processus, des infrastructures pour vous proposer des logiciels plus rapides à appréhender et plus efficaces. La pertinence, ensuite, en combinant trois facteurs, notre compréhension éprouvée de votre métier, l'observation continue du comportement de chaque utilisateur et des algorithmes capables d'analyser, d'apprendre, de prédire et de recommander. C'est-à-dire proposer une expérience personnalisée à chaque utilisateur, savoir gérer à la fois des grands volumes et des exceptions et fournir en plus des fonctionnalités, des contenus adaptés. Les technologies, Marjorie, elles font plus qu'émerger, elles sont disponibles. On imagine bien. Et notre objectif, c'est de les éprouver pour les rendre utiles. Absolument. Alors, du coup, on se dit que le cloud, ça y est, jusque-là, c'est fait, mais il y a des questions de pertinence quand même. Donc, le cloud est là, et nous, Sagid, nous y sommes. On y est, ça y est, ça, c'est fait. Et je pense qu'il n'est plus temps de comparer nos solutions on-premise et nos solutions sur le cloud. Nous allons nous focaliser sur le cloud. Nous allons ajouter beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de services autour de nos solutions cloud. Nous nous en donnons les moyens grâce à tes partenariats féconds, tout particulièrement avec IBM et Microsoft. Nous travaillons aussi avec tout un écosystème de spécialistes des technologies de pointe. Ils nous aident à définir les meilleurs usages de celles-ci. Car oui, définitivement, le cloud est un monde de géants et un monde d'experts. Ce que nous allons voir sur le business retail dans quelques instants est un exemple particulièrement parlant de tout cela. Mais vous lisez dans mes pensées, parce que justement, on va parler retail dans une petite seconde. Vous le verrez, on va faire des focus tout au long de cette session plénière. Et évidemment, premier volet, c'est le retail. Et
Et je sens poindre en enthousiasme et des débuts d'applaudissements dans cette salle. C'est bien, gardez cette dynamique. On va démarrer, nous, cette séquence retail avec un exemple très concret. Évidemment, c'est un secteur d'activité qui nous concerne tous, c'est le commerce. Mais comment, justement, la technologie permet de supporter la transformation du retail? On en parle tout de suite avec Nathalie Echinard et Mathieu Rainville. Bonjour à tous les deux, prenez place autour de ces très belles stèles Cégide. Bonjour. Bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. Alors Nathalie, vous êtes donc directrice de l'activité retail de Cégide, jusqu'ici tout va bien. Et Mathieu, vous êtes Worldwide Omnichannel Client and Performance Director pour cette très jolie entreprise qui est Moncler. Mais on va démarrer par Nathalie, si vous n'en voulez pas Mathieu. Avec plaisir, ladies first. Merci infiniment. Alors, on vient de le voir justement avec Sylvain, avec André. On vient de se rappeler que le secteur du retail, évidemment, était en pleine transformation. Mais si on va un petit peu plus loin avec vous, on se dit quoi de cette transformation aujourd'hui en 2018 ? Alors effectivement, Marjorie, depuis les 15 dernières années, nous avons eu dans notre industrie plus de transformation et de révolution même que dans les 50 précédentes. Effectivement, tout le monde a bien vu arriver Internet et le e-commerce. On nous avait tous prédit que les magasins seraient morts. Et en fait, il n'en est rien advenu, heureusement d'ailleurs pour nous tous. Mais simplement, il s'est passé effectivement beaucoup de choses. Et maintenant, nous ne parlons plus que d'omnichannel, de parcours clients unifiés et personnalisés. Alors concrètement, ça veut dire d'être capable pour une enseigne comme Moncler et comme d'autres, de faire en sorte de proposer à son consommateur un parcours d'achat personnalisé, unifié, sans couture, et lui permettre effectivement d'avoir une expérience client avec l'enseigne, quelle que soit la même, en tout cas, quel que soit le canal qu'il emprunte. Et donc, imaginez toute cette transformation dans les entreprises, de la supply chain au magasin, tout ce qu'il faut prévoir et anticiper en back-office pour que justement, pour le consommateur final, l'expérience soit frictionless, comme on dit, sans couture. Mais franchement, on a la chance, et je le remercie d'avoir Mathieu avec nous. Je pense qu'il en parlera encore mieux que moi. Alors sans couture, je ne sais pas si ça va vous parler chez Moncler, mais en tout cas, si on devait définir Moncler aujourd'hui, Mathieu, en quelques chiffres, ce serait quoi ? Alors, avant de donner quelques chiffres, je pense que c'est intéressant de dire que Moncler est une entreprise italienne, mais d'origine française, qui est née dans un village à côté de Grenoble qui s'appelait le Montier des Clermonts, donc ça vient de Moncler. C'est une entreprise qui dans les années en 1952 donc, a créé la doudoune. Donc c'est Lionel Terray, un alpiniste, qui a vu que Moncler faisait des duvets et s'est dit « Ah, je vais pouvoir faire de ce duvet une doudoune pour monter en montagne ». En 1954, on a sponsorisé la première ascension du K2, qui est la montagne la plus dure de la planète. En 1968, Moncler sponsorise les Jeux Olympiques, l'équipe française. Et en 1980, le produit Moncler, donc la doudoune, devient un produit de mode, parce que toute la jeunesse dorée de Milan le porte avec des Timberland, des Ray-Ban, donc ça devient l'explosion. Mais après ça, pas de seconde de vie pour cette marque qui décroît. Et en 2003, notre président achète Moncler pour à peu près 30 millions d'euros, avec cette idée d'en faire une marque de luxe. Et donc ce qu'il va faire, avec un très fort développement à partir de cette date. En 2006, on commence à rentrer dans le monde du retail. Donc c'était un modèle qui était tout wholesale. On rentre dans le monde du retail. En 2006, Moncler faisait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Développement du monde retail, développement du wholesale. En 2013, Moncler rentre en bourse avec un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, donc x10 dans cette courte période de temps. En 2016, Moncler, on finit l'année à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est multiplié par 2 en 3 ans. L'année dernière à 1,2 milliard, on est encore sur des très fortes croissances. Donc c'est une forte croissance, un énorme développement. Aujourd'hui, on est dans 24 pays, on a à peu près 200 magasins en propre, 1500 points de wholesale et un développement qui est très fort. Et tout ceci avec un EBITDA qui est un peu plus de 30%, donc ce qui nous permet de financer notre développement. Et on imagine donc que pour réussir à cette croissance exponentielle, il y a eu de très profondes transformations qui ont été apportées chez Moncler, au-delà même de la vision du repreneur de Moncler. Alors, il y a eu en fait je pourrais dire qu'il y a eu deux fortes transformations. La première, elle est liée à la croissance. Donc forcément, la supply chain change, l'organisation change, il faut embaucher, il faut développer. Donc ça, c'est une première transformation. Celle-là, on l'a un peu plus subie qu'accompagnée.
Il y en a une deuxième qui vient du changement du client. Si on reprend le monde du luxe, il y a 15 ans, le monde du luxe était avant tout un monde de logos. Donc moi, ce qui était important, avoir une belle ceinture Louis Vuitton, un beau LV comme ça, ou un beau sac Gucci avec un grand logo, ça c'était la quintessence. 2008, la crise, et le monde du luxe se dit, il va falloir qu'on commence à vendre, parce qu'avant c'était, et on peut se le dire, mais c'était quand même de la distribution de produits de luxe, et il va falloir commencer à vendre. Donc 2008, on commence à vendre, et on se dit, bon, j'accompagne le produit, j'en donne un peu de valeur, et on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas de juste vendre le produit, l'expliquer, et qu'il fallait, et c'est donc il y a 7 ans à peu près, on a commencé à parler d'histoire. Donc la DNA, la marque est ancrée dans le temps, parce que le monde du luxe vend du temps, de l'émotion, mais du temps. Et donc on a commencé à expliquer, c'était à ce moment-là où Gucci faisait ses publicités, où on parlait de l'artisan qui, en 1921, avait fait les premiers sacs. Et donc il y a eu toute cette évolution pour se rendre compte que finalement, l'histoire, ce n'est pas suffisant, mais quelqu'un qui vient acheter un produit de luxe, en fait, il vient acheter une émotion, il vient participer à une émotion, et le produit fait partie d'une histoire. Il faut imaginer que ce qui est plus important encore que le produit, c'est quand, avec qui je vais le porter, pour quelle occasion. Donc c'est toute cette émotion qu'il faut... Et donc ça, c'est notre deuxième transformation, c'était de passer d'un monde de produits à un monde de clients. Il faut qu'on se concentre sur le client, et le produit fait partie de l'histoire. Et donc ça, c'est notre deuxième révolution, où on a fait cette transformation, où on a dit, qu'est-ce qu'on va mettre au centre de tout ce qu'on fait? On va mettre le client. On a défini ce qu'on appelle la Client Promise. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à nos clients? Et on a eu 3 grands piliers de développement. Le premier, c'était l'expérience client. Donc, quelle expérience? Qu'est-ce qui se passe pour notre client quand il rentre dans le magasin? Qui lui parle? Comment je lui parle? Qu'est-ce que je lui dis? Comment on suit cette relation qui se crée? Quel service j'apporte? Donc, on a parlé de services omnichannel, on a parlé de client service, du monde de l'after-sale. Donc, ça, c'est un premier pilier. Un second pilier, c'est dire, très bien, mais si je veux créer une expérience client, avec qui sont les personnes dans l'entreprise, donc la partie people, et c'était de définir comment on structure nos magasins, qui fait quoi, quels sont les job descriptions, sans rentrer trop dans le détail de la job description, mais c'est être sûr que tout le monde sait de quoi il parle. Et en plus, on avait un modèle qui s'est développé à une vitesse stratosphérique. Il faut imaginer que l'organisation d'un magasin au Japon et aux États-Unis, c'était 2 mondes complètement différents, donc il a fallu unifier ces 2 mondes-là. Donc c'était aussi comme on paye les gens dans nos équipes pour qu'ils créent plus de l'expérience client qu'autre chose, donc les aligner. Et un troisième pilier, c'était la partie operation, donc comment je supporte et j'organise mes magasins pour qu'ils supportent l'expérience client. Je vous donne un exemple. On avait nos stocks étaient organisés les produits étaient organisés par ordre alphabétique. Très bien, mais on n'a pas beaucoup de clients qui rentrent dans nos magasins et qui disent « Moi, je voudrais une doudoune dont le nom commence par un B et se termine par un E ». Ça n'arrive pas. Donc, on a changé tout ça pour organiser nos magasins, comment notre cliente pensait sa garde-robe. Donc, on a réorganisé et on a pensé l'organisation de nos magasins, comment ils pensaient nos clients, et ça donnait du sens. Donc ça, c'est le grand changement qu'on a apporté. Et ce qui était intéressant de tout ça, donc après, on a fait des workshops, on a fait participer l'ensemble de notre entreprise. C'est un projet de 2 ans avec des Worldwide Summit, on a été dans les régions, on a fait donc c'est un accompagnement qui est très, très fort. Il y a 2 points qui me semblent importants dans ce changement. Le premier, c'est qu'on a fait un projet qu'on appelait bottom-up, c'est-à-dire on a tout ce qui était fait, tous ces workshops et tous ces workstreams sur lesquels on a travaillé, il y en avait 15. On a fait participer l'ensemble du monde retail, donc il y avait des personnes de mon équipe, mais il y avait des directeurs de magasins. Donc c'était pour être sûr qu'on parlait de retail, on parlait de nos clients et on n'était pas en train de faire quelque chose que le siège s'inventait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une révolution managériale. C'est-à-dire qu'il faut changer la vue qu'on a, et je pense que dans des grandes entreprises, comme Leudevien, Moncler, mais comme j'ai pu travailler avant, on a une tendance à être très, très centré sur soi-même, changer le regard du client et faire effectivement qu'il y ait une client centricité. C'est un peu comme inverser la pyramide de management, c'est-à-dire que c'est plus le collaborateur est au service de son patron parce qu'il faut remonter des informations, mais c'est le patron et on est au service de nos équipes. Donc c'est vraiment réinversé et que le client au centre, le client advisor, et nous on appelle nos vendeurs les client advisors, est au service du client pour là où se crée la valeur, le patron du magasin est au service du client advisor et comme ça. Donc c'est vraiment ce renversement, je pense que c'est un renversement d'état d'esprit pour accompagner ce changement. Très très rapidement, en une phrase, s'il fallait définir du coup le nouveau parcours client chez Moncler, ce serait quoi ? Nouveau parcours client, la première chose pour comprendre le parcours client chez Moncler, c'est que nous, on veut créer une relation sur le long terme avec le client. Donc c'est ça qui est important. Et le parcours client, ça commence. Ce qui se passe dans le magasin, donc aujourd'hui dans le monde omnichannel, ça va commencer avant, mais on n'y a pas encore complètement travaillé, mais ça va commencer sur l'expérience omnichannel. Mais ce qui se passe, c'est comment j'accueille mon client. Aujourd'hui, on a défini une selling ceremony qu'on appelle plus selling ceremony, mais qui est
pour personnaliser la relation. Donc, il faut que nos client advisors soient formés sur les piliers des valeurs de la maison. Donc, d'une part, mais la deuxième chose, c'est ce qui est très important, c'est leur laisser l'espace pour créer une relation personnalisée. Tu parlais d'une relation personnalisée, et ça, c'est important. Il faut qu'ils aient l'espace. Donc, au niveau managérial, c'est juste différent. Il faut absolument qu'on soit cadré tout en laissant l'espace pour créer cette relation. Le deuxième point, c'est absolument quand cette relation qui est forte est créée, aujourd'hui nos client advisors ont la possibilité de créer une relation et de dire quels sont les clients qui vont suivre sur le long terme. Donc on a un fort développement et aujourd'hui on leur a donné des outils pour suivre ça, c'est-à-dire avoir une période de client engagement. Tous nos client advisors aujourd'hui ont un iPhone qui permet de rentrer en contact direct avec nos clients, puisque le monde de la newsletter, c'est fini. Ce qui est important, c'est la relation one-to-one, c'est la relation personnalisée. Et donc après, ça veut dire, je t'ai rencontré comme cliente, je te rappelle comment s'est passé ton achat après quelques jours, tu me donnes des feedbacks, on s'envoie des WhatsApp, je te fais revenir. Donc il y a toute une relation, mais qui est naturelle, et c'est plus quelque chose de très... on le veut très naturel et très one-to-one dans la relation. Donc Mathieu, on se rappelle. Pardon ? Mathieu, on se rappelle du coup. Voilà, on se rappelle. Nathalie, concrètement, vraiment sur ce cas Moncler, comment est-ce que Cegid peut accompagner ces transformations et notamment ce fine-tuning sur le parcours client ? Alors, avant de revenir au parcours client, donc on essaye de nouer des partenariats forts avec nos clients. Donc nous n'étions pas là en 1952, mais on est arrivé chez Moncler en 2013, je crois, donc à peu près avec l'introduction en bourse. Donc on a su aider, j'espère, cette belle croissance à partir des 500 millions. Mais en fait, si je peux me permettre une anecdote, je profite de l'occasion pour remercier Mathieu et Moncler de la confiance qu'ils ont témoignée à Cegid, puisque la première vente avec un logiciel Cegid au Brésil a été faite dans un magasin Moncler. L'histoire ne dit pas si la doudoune était sans manche ou pas, mais pour ceux qui connaissent ce pays et la complexité de la fiscalité, notamment dans le retail, c'était une belle confiance partagée, on va dire. Et du coup, la première des choses qu'on a pu faire avec Moncler et avec bien d'autres entreprises, c'est de permettre l'accompagnement de tous ces clients à l'international, puisque Pascal l'a dit aussi dans l'introduction, nous avons aujourd'hui des solutions qui sont compliantes, c'est pas très français, dans 67 ou 68 pays. Et effectivement, des boutiques du Brésil, des États-Unis ou de l'Asie sont équipées Cegid, et ça nous permet effectivement déjà de permettre à nos retailers de s'étendre sans être un frein et au contraire être là. Alors pour la partie omnichannel et parcours client unifié, effectivement, notre mission chez Cegid, c'est de fournir à nos clients des solutions qui sont prêtes pour tous les process omnicanaux. Donc on parle de e-réservation, tout le monde sait ce que c'est, on est sur le site web, on peut regarder la disponibilité des stocks en magasin, je réserve et je vais en magasin pour préparer mon parcours justement. On parle aussi beaucoup de click and collect, forcément, j'achète et là je viens chercher en magasin. Et là, tout le rôle du vendeur, c'est justement de pouvoir anticiper cette visite et de faire en sorte que ça génère du trafic en magasin et ça puisse générer du chiffre d'affaires supplémentaire et une relation plus personnalisée. Effectivement, tout ce qui est store to home, on est en magasin, on se fait livrer directement. Et puis store to store, même je suis dans un magasin, il n'y a pas le produit, je l'ai dans un autre magasin. Et voilà, donc on doit permettre notre mission, c'est de fournir des solutions qui sont capables de faire ça. Et puis pour la relation client qui est privilégiée, on parlait d'iOS et d'iPhone dans le cas de Moncler, on est là aussi pour fournir des solutions digitales aux vendeurs pour faire en sorte qu'ils deviennent augmentés, puisque le vendeur dans une enseigne de retail, il doit avoir un certain nombre de capacités ou de caractéristiques qui ne sont pas faciles. Donc à nous, en tout cas, de contribuer par la mise à disposition d'outils digitaux pour qu'ils soient le meilleur possible. Et donc l'idée, c'est bien de ne jamais rater. Oui, merci, parce que vous avez raison, Marjorie. Effectivement, c'était Never Miss a Sale. Et effectivement, c'est ça notre mission. En tout cas, on est ravis de contribuer à faire en sorte que, grâce à nous, nos clients ne ratent pas une vente. Alors justement, sur la partie briques technologiques, Mathieu, comment est-ce que tout ça se met en place chez vous ?
Alors, je pense qui est important dans la technologie, c'est de lui donner un sens. Et la technologie doit toujours être au service, pour nous, de la relation client. On la voit sur deux aspects, la technologie. La première, c'est est-ce que je crée de la valeur pour nos clients? Donc, on en parlait. Et ce qui est important, je donne un exemple de ce qu'on est en train de développer, c'est avec Cégide, c'est d'avoir que sur notre Client Advisor, sur l'iPhone, est toute la solution de paiement, donc de A à Z, qui part de je peux prendre les données de mes clients sur mon iPhone, je peux chercher mes stocks sur mon iPhone, je peux faire l'ensemble de la partie caisse sur l'iPhone et je peux faire le paiement sur mon iPhone, donc terminer tout l'ensemble. Et donc l'idée, c'est d'être toujours en contact avec le client. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, parfois, on est dans un monde où on va créer une émotion très forte sur l'achat, sur le produit, sur l'émotion que peut reproduire la vente. Et au moment du pic d'émotion, qu'est-ce qu'on dit au client? Alors, tu vas descendre au -1 et tu vas aller à la caisse. Et là, il y a tout le monde qui s'écroule. Et en fait, en termes d'émotion, on n'est pas du tout là. Donc, on voudrait changer. Donc, c'est la première idée, c'est la technologie au service de l'expérience client. Et je pense que là, on a beaucoup à travailler. On est en train de faire des pilotes en Angleterre où on est sur des solutions qui sont complètement aujourd'hui autonomes. Donc, c'est tout sur toute cette partie mobile. La deuxième partie sur la technologie, c'est comment je mets la technologie au service de mes équipes pour que mes équipes aient plus de temps, et je pense qu'on en a parlé au début de la présentation, mais plus de temps pour nos clients. Un exemple, c'est la RFID. Aujourd'hui, avec des systèmes RFID, on a la traçabilité de l'ensemble de nos produits, et donc ça permet de passer beaucoup moins de temps, pour chercher les produits en magasin, 2 pour l'entrée en stock, sortie de stock, l'ensemble des informations. On peut même aussi ajouter de la valeur pour les clients, parce que grâce à la RFID, je peux raconter des histoires sur le produit. Donc c'est tout ça. Si jamais je mets en place cette RFID, je sauve du temps à mes équipes pour des tâches à faible valeur ajoutée, et je peux rendre ce temps-là pour créer de la valeur auprès de nos clients. Donc c'est vraiment donner du sens à la technologie, mais la technologie est clé. Allez, très rapidement, si vous aviez un conseil à donner à l'audience dans cette salle, ce serait lequel? Alors, je ne me permettrai pas de donner un conseil, mais la seule chose que je peux dire, c'est que je pense qu'on est dans un monde qui bouge à une vitesse hallucinante. On a des solutions qui partent dans tous les sens. On nous parle beaucoup voilà, merci. On nous parle le monde change, l'omnichannel, les nouveaux réseaux, les social networks, il y a tout ça. Je pense que ce qu'il faut dans toute cette frénésie, c'est arriver à s'en servir, mais redonner du temps long à nos clients. Je pense que quand on parle de relation client, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps. Et donc, il faut arriver à construire dans le temps et redonner de l'émotion et du temps, parce que, et je pense qu'en particulier dans le monde du luxe, mais pas seulement dans le monde du luxe, d'une certaine manière, on vend du temps. Et je pense que c'est très important de le privilégier et de mettre la technologie au service de cette émotion. Merci beaucoup, Mathieu. Nathalie, même question, et très rapidement, si vous aviez une chose à retenir de cet exemple avec Moncler. Alors déjà, je remercie Mathieu d'avoir fait l'aller-retour depuis l'Italie, spécialement pour l'événement. Je remercie aussi tous les clients qui témoignent juste après au forum Retail. Et une chose, on l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment l'innovation utile au service des métiers de nos clients. J'entends innovation utile, je me retourne instantanément vers Sylvain et André, parce que ça veut dire quoi concrètement quand on transpose cet exemple dans les produits et services Cégide? Qu'est-ce qu'on vient de voir au-delà de la dimension émotionnelle de la marque? Ici, la technologie transforme ou aide à transformer l'expérience client. La relation entre le client et le consommateur, le client n'attend plus à la caisse, le vendeur va au-devant de lui dans le rayon, et la totalité de l'expérience shopping se déroule dans le rayon. Les deux concepts omnichannel et shopping sont l'illustration de ce qu'on va dire. Alors, en gros, comment ça marche? Notre application, elle va associer deux qualités majeures des applications digitales, l'interopérabilité et la mobilité. D'abord, l'application va interagir avec toutes les sources digitales pour collecter le parcours numérique du client et le stocker. Ensuite, l'application mobile, donc sur un smartphone ou sur une tablette, va être mise à la disposition du vendeur pour qu'il aille au-devant de son client dans le rayon. L'ambition qu'on avait, c'était de rééquilibrer la relation entre le vendeur et le consommateur qui, à cause du web, s'était déséquilibré au détriment du vendeur. L'acheteur vient dans la boutique, nourri de toutes les informations qu'il a collectées sur le web et sur les réseaux sociaux. En outillant le vendeur et en lui fournissant une solution digitale, sa valeur ajoutée augmente. Il devient un acteur du parcours client,
la fidélité s'accroît et sans doute le chiffre d'affaires augmente. On redonne le pouvoir au vendeur. Le consommateur, c'est tout sur le produit. Le vendeur, c'est tout sur le client. Combien de ventes sont perdues parce que le vendeur ne connaissait pas les préférences de son client? Combien de ventes sont vendues parce qu'une promotion disponible sur le web n'était pas disponible dans la boutique? Combien de ventes sont vendues parce que le vendeur n'était pas capable de communiquer la disponibilité d'un stock? Notre métier, c'est d'aider les enseignes à ne jamais perdre une vente. Donc notre ambition, notre souhait, c'est de fournir ça grâce à la digitalisation en ligne et dans les magasins pour tous les vendeurs à tout moment. Bon, donc si je comprends bien, il y a d'une part le vendeur augmenté, d'autre part le consommateur aussi augmenté. Oui, et je pense qu'en parlant de tous les produits et services que j'aimerais vous présenter, moi je vous invite vraiment à aller voir le forum, les ateliers, le quartier retail de notre village technologique pour que vous vous rendiez compte à quel point les nouveaux produits changent la donne dans le quotidien d'un vendeur. Et je pense qu'au-delà de ça, il faut que vous sachiez que nous sommes déjà en train de réfléchir à ce que nous allons faire après. C'est-à-dire qu'il y a les innovations que nous vous présentons aujourd'hui, mais nous ne sommes qu'au début de l'histoire du vendeur augmenté. Je vous invite donc aussi à visiter notre lab, qui a un pied, voire les deux pieds dans le futur, sur des projets qui seront nos produits, vos produits de demain. Alors moi, j'ajouterais deux choses à ce qui vient d'être dit. La première, c'est que les produits dont on parle, et Mathieu en est le témoin, on ne les fait pas tout seul. On s'inspire de nos clients pour bien comprendre comment il faut faire évoluer nos produits. La relation avec les clubs utilisateurs dans cette dimension-là est fondamentale. Et par ailleurs, on nourrit également notre réflexion de la relation avec toutes les startups qui travaillent avec nous. Allez les voir, il y a un certain nombre de projets absolument fascinants à regarder. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce qu'on vient de voir est disponible sur la planète entière. On a construit avec Microsoft un cloud métier dédié au retail. C'est important, les clouds métiers. On ne fait pas du cloud pour faire du cloud. On fait du cloud pour des métiers en particulier, dans ce cas-là, celui du retail. On a aujourd'hui la capacité de délivrer les services depuis l'Europe, depuis la Californie avec un point of delivery à San José et bientôt en Asie. Merci infiniment, messieurs. Merci Mathieu, merci Nathalie. Je vous propose du coup de regagner la salle puisqu'on va ouvrir le deuxième focus de cette matinée. Et vous le voyez, cette fois-ci, on va parler finances, on va parler taxes. Oui, ce sont des sujets sérieux, mais des sujets incarnés, encore une fois, avec des grands partenariats et des grands clients pour Cegid. Et pour justement en parler, on accueille tout de suite Guillaume Pouvel, le responsable département fiscalité client pour la Banque Postale. Bonjour Guillaume, merci de nous rejoindre sur cette scène. Bonjour Marjorie. Alors André, pourquoi c'est important d'avoir Guillaume avec nous aujourd'hui? La Banque Postale est une grande organisation en transformation. Elle est à nos yeux emblématique aujourd'hui de ce que sont les nouvelles attentes des entreprises et tout particulièrement leur direction financière en matière de transformation digitale. Et chez Cegid, nous voulons relever le défi. Aujourd'hui, nous proposons un ensemble d'outils qui sont à la pointe en matière de finance, de fiscalité, de consolidation, pour les très grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises et les experts comptables. Notre défi, au-delà de poursuivre l'excellence dans chacun de ces domaines, c'est d'accompagner les évolutions du métier du pilotage financier. À l'instar de l'industrie 4.0, se profile le CFO ou le DAF 4.0. Nous avons commencé à relever ce défi. Grâce aux technologies modernes que nous avons su adapter pour en rendre l'usage facile aux directeurs financiers et à ses équipes, nous avons avancé sur deux axes qui nous semblent essentiels pour eux. 1, la gestion du risque, et 2, la visibilité stratégique transverse dans une forêt de données toujours plus dense.
Alors Guillaume, justement, on va vous retourner la question parce qu'à la Banque Postale, est-ce que d'abord vous partagez cette vision de la transformation de la direction financière et puis ensuite on place finalement la gestion du risque en première priorité sur laquelle il est possible de vous accompagner. Est-ce que c'est si crucial pour vous? Alors, la Banque Postale est une jeune banque publique, hein, donc je suis un jeune banquier, même si ça ne se voit pas forcément. On a connu de grosses évolutions ces 12 dernières années, avec un environnement réglementaire qui s'est fortement densifié, comme pour beaucoup d'ailleurs, et qui s'est fortement durci. Des corps de contrôle qui sont de plus en plus présents, avec des outils, malheureusement eux aussi ont des outils informatiques, qui deviennent de plus en plus performants pour les contrôles, et un éventail de sanctions qui, dans le même temps, s'est à la fois élargi et avec des sanctions de plus en plus coercitives. Et c'est vrai que dans les banques, on connaît toute une série de corps de contrôle en plus de ce que connaissent les entreprises. En plus, on a une banque publique, donc on a des corps de contrôle publics, donc beaucoup de corps de contrôle. Et donc cette gestion de la variable réglementaire, elle est essentielle puisque elle a une partie complètement intégrante du business aujourd'hui, c'est-à-dire que ça devient un élément concurrentiel à part entière, puisque c'est la manière dont on va intégrer cette variable qui va faire qu'on va être plus ou moins présent sur le marché. Donc évidemment que le zéro défaut aujourd'hui avec ce foisonnement réglementaire, il reste très difficile à atteindre, mais ça reste un objectif pour nous. Donc chaque nouveauté réglementaire en interne, en amont et au moment du déploiement législatif, fait l'objet d'un pesage en termes de risque, avec les questions qu'on se pose de comment l'intégrer au mieux dans nos systèmes d'information, avec un minimum de coûts, comment le prioriser en termes de risque par rapport aux autres nouveautés, comment l'intégrer dans les outils de pilotage afin de surveiller le niveau de risque. Et donc ce sont tous ces défis aujourd'hui qu'en tant que direction fiscale, on doit relever. On entend défi, on a envie de dire solution technologique derrière. Est-ce que c'est possible, André? Oui, solution technologique, je pense qu'on commence à avoir des choses. Par rapport à ce qu'évoque Monsieur Pouvel, Guillaume, pardon, oui, Guillaume, voilà, sur les problématiques de gestion des risques, aujourd'hui, les technologies de l'intelligence artificielle permettent d'analyser des masses considérables de données et d'y détecter des motifs anormaux. Détecter tel motif, ça va aider les spécialistes financiers et fiscaux à orienter leurs investigations et à détecter beaucoup plus vite des non-conformités. Nous sommes en train de travailler sur ces technologies avec des partenaires académiques et nous pourrons prochainement apporter une telle assistance à nos clients. Alors, il y a une autre question qu'on se posait tout à l'heure, une autre priorité, c'est évidemment cet océan de données, cette forêt de data à laquelle vous devez faire face et dans laquelle vous devez réussir à vous faufiler. Concrètement, comment est-ce qu'on va réussir à tirer parti de ces données, même si oui, il y a le RGPD, même si oui, il y a des obligations réglementaires, comment est-ce qu'on arrive à avoir une connaissance plus fine de son usager, de son consommateur? Alors aujourd'hui, dans les directions fiscales, on est plutôt aux prémices en fait, du big data. C'est-à-dire que même si le stockage, l'exploitation des données informatiques de masse sont devenus incontournables depuis, je dirais, à peu près 5-6 ans, avec surtout la pression des corps de contrôle, notamment la DGFiP, qui s'est lourdement équipée en informaticiens ces dernières années, avec des outils très puissants. Pourtant, étonnamment, il n'y a pas énormément d'acteurs dans les directions fiscales qui ont pris acte de cette nouveauté et de la potentialité d'exploiter ces données en amont, à la fois pour anticiper ces contrôles, mais également, je dirais, circonscrire les risques qui sont liés à ces contrôles. Donc, sans anticipation, on peut se retrouver très démuni face à des informaticiens de l'administration fiscale qui aujourd'hui sont très armés. Donc se mettre en capacité avec des outils modernes de réagir avec une grande rapidité face à des anomalies qui vont être générées automatiquement par leurs outils, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont exploiter votre fichier des écritures comptables, vos données comptables, et ils vont dire, voilà, nous on a relevé telle et telle incohérence. Si vous n'êtes pas en capacité d'expliquer très rapidement ces incohérences, ben, on sait ce qui peut arriver derrière. Donc voilà, c'est, je pense que j'ai dit essentiel. Alors justement, on parlait tout à l'heure de vendeurs augmentés, il va falloir penser à des directeurs financiers augmentés, des directions financières augmentées, André.
Je pense que oui, enfin, c'est bon, on l'a appelé 4.0 histoire de changer et pas de connoter ça à des augmentations de salaire systématiquement. Mais je pense qu'effectivement, sur cette forêt de données, il y a des grands progrès qu'on a devant nous. Aujourd'hui, nos solutions permettent essentiellement une analyse des données que je vais qualifier de verticale. On analyse le groupe, les sous-groupes, les filiales. Rien n'empêchera demain d'avoir une lecture transverse sur un thème donné au-delà des structures et des organisations. Par exemple, au hasard, analyser comment se structure la dépense en matière de technologie de l'information. C'est ça qui va permettre au directeur financier et à ses équipes d'aller explorer de manière fluide les données et d'en avoir une approche à 360 degrés. Et ce ne sont pas que les très grandes organisations qui sont intéressées par cela. Les PME, les petites collectivités ont elles aussi besoin d'y voir plus clair. Et nous voulons œuvrer à cela. Il est également possible de donner des éléments de comparaison avec l'environnement extérieur, tout en respectant bien évidemment la réglementation sur la protection des données. Vous le voyez, la technologie ouvre de nombreuses possibilités aux directions financières et nous voulons mettre toute notre expertise des métiers de la finance pour en tirer le meilleur parti dans nos applications actuelles et futures. Alors, on a vu ces deux priorités, ces deux préoccupations pour les directions financières en première partie de cette séquence. Est-ce qu'il y en a d'autres, Guillaume, concrètement? Est-ce qu'on peut, par exemple, s'intéresser au stockage intelligent des données, notamment, et si j'ai bien compris, c'est une de vos préoccupations en cas de contrôle fiscal, puisque vos amis de l'administration fiscale sont bien équipés aujourd'hui, aussi, de leur côté? Oui, effectivement, le stockage intelligent des données, qu'on a, nous, commencé depuis maintenant, je dirais à peu près 4 ou 5 ans. Alors, le stockage intelligent, ce n'est pas forcément très parlant, mais ça veut dire que, comme je le disais précédemment, pour mieux maîtriser cette relation avec le contrôleur, pour mieux piloter les risques, ce qu'on a décidé maintenant sur toute une série de données, puisqu'on progresse par pan, hein, vu la masse de données à traiter, on a commencé déjà voilà, à auditer de manière systématique certaines données en même temps qu'on les stockait. C'est ça qu'on appelle le stockage intelligent, parce que stocker des données et puis 2-3 ans après, alors que souvent on peut avoir un turnover dans l'équipe, il n'y a plus personne qui sait pourquoi on a mis telle provision pour tel montant et pourquoi on a fait une reprise. Voilà, tous ces éléments-là, si au moment où on stocke la donnée, on ne les explique pas, c'est-à-dire en même temps que la donnée, on ne stocke pas une explication, des justifications, une piste d'audit, là on se retrouve face au vérificateur, là encore démuni. Donc ce stockage intelligent, c'est ça, c'est stocker la donnée avec la piste d'audit et l'explication. Donc compte tenu des volumétries de données, et aussi, comment dire, de stocker cette donnée enrichie, entre guillemets, il faut des outils modernes, fiables, puissants, et ça, à notre sens, en tout cas pour nous, direction fiscale de la Banque Postale, c'est devenu essentiel d'avoir un outil pour faire face à ces contrôles. Et j'imagine que des outils, vous en avez, André? Tout à fait. Vous en avez des outils, André? Non, parce oui, que sinon, ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est à Sylvain d'en parler. C'est à Sylvain d'en parler, absolument. Voilà. Donc je me retourne vers Sylvain, pour qu'il puisse en parler. Je vais bien en parler, je suis d'accord. Tout d'abord, on voit bien que la maîtrise de la complexité croissante des réglementations, qui fait partie intégrante de votre mission, cette maîtrise est fondamentale, parce qu'on voit bien que la non-maîtrise de cette complexité constitue un risque majeur pour les entreprises. Et là, nous sommes ici au cœur du savoir-faire de Cegid. Mais, en plus de cette complexité grandissante de l'environnement, il faut intégrer la complexité grandissante des organisations. C'est d'ailleurs un peu un paradoxe, parce que à des organisations toujours plus complexes, on demande d'être toujours plus agile pour s'adapter toujours plus vite. Bon, ça signifie pour nous qu'aux qualités qui ont déjà été évoquées d'industrialisation, d'automatisation, de robotisation, il nous faut penser une dimension supplémentaire, une dimension nouvelle. Et cette dimension, c'est celle de la flexibilité. À partir d'une certaine taille, les fonctions support des entreprises, la direction financière, on pourrait le dire aussi de la direction des ressources humaines, qui sont garantes du pilotage de l'organisation, doivent disposer d'outils qui sont adaptés à leur niveau de complexité, à leur niveau d'adaptabilité et d'évolutivité.
Bon, vous le savez peut-être, à l'automne dernier, l'ERP financier Caliac a rejoint le portfolio de produits de CJD. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, j'ose pas imaginer qu'il y en ait, mais il y en a peut-être, je vous invite à aller participer aux 2 ateliers qui sont consacrés à cet ERP financier, parce que vous y découvrirez comment, sur la base d'une architecture à base de métadonnées ultra paramétrables, le directeur financier, 4.0, comme dit André, va être capable de composer son propre système d'information. Flexible, très flexible. Et voilà, et donc là, on est au cœur de la mission. Il y a un mariage ancien entre technologie et finance, et il y a beaucoup de projets devant nous pour faire perdurer ce mariage. Flexibilité quand on nous tient. Merci, merci infiniment, messieurs. On s'achemine vers un 3e focus pour cette matinée. Et cette fois-ci, on parlera ressources humaines. Le temps d'applaudir Guillaume Pouvel pour justement toutes ces explications. Merci Guillaume. Et le capital humain, évidemment, c'est le cœur du réacteur. Absolument. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais partager avec vous une de mes préoccupations en tant que dirigeant. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en ce qui me concerne, je trouve toujours difficile de savoir combien précisément, à un instant donné, il y a de personnes qui travaillent sur nos projets. Combien de salariés, d'intérimaires, de contractuels, de sous-traitants? Combien vont arriver? Combien vont partir dans les mois qui viennent? Combien de postes restent à pourvoir? Pourquoi? Parce que l'information relative aux ressources humaines est diffuse. On en trouve un peu partout. Le point de référence le plus souvent utilisé, c'est la paye. Mais la paye ne donne que l'information relative aux salariés, et en plus sous la forme d'une photographie à la fin de chaque mois. Pour avoir une vue beaucoup plus exhaustive et une vue beaucoup plus prospective de la ressource humaine, du capital humain, il faut de nombreuses autres sources d'informations, de multiples manipulations de données. Cette problématique a été pour nous l'opportunité d'une étude approfondie. Aujourd'hui, nous proposons des offres sur bon nombre de maillons stratégiques de la gestion du capital humain. Le recrutement, l'onboarding, l'évaluation, la formation, la rémunération, l'évolution de carrière. Nous pensons maintenant qu'il faut aller plus loin sur ce que j'appelle l'engrenage central. Qui fait quoi? Dans quelle organisation, qu'elle soit verticale ou matricielle? Sous quelle forme de contrat? C'est comme cela que nous ouvrirons le champ des possibles. Nous avons donc lancé le projet Core HR qui vise à permettre d'articuler toutes les informations de toutes les ressources humaines que l'on gère dans une organisation publique ou une entreprise. Et nous ne sommes qu'au début de nos travaux. Je vous donne rendez-vous sur l'année 2019 où vous réentendrez parler de ce projet. Rendez-vous est donc pris. On parlait de flexibilité tout à l'heure sur la partie finance. Est-ce que cette fois-ci, il ne vaudrait mieux pas parler d'agilité en matière de capital humain? On a parlé de complexité, on a parlé de flexibilité, il faut parler d'agilité. Les organisations des entreprises se sont tournées vers l'agilité parce qu'elles ont besoin de s'adapter de plus en plus vite. Et par ailleurs, les modes de travail de nos collaborateurs ont changé. Ils travaillent pour l'essentiel dans un mode collaboratif, entre équipes, à l'intérieur de l'équipe, entre les équipes, avec des clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs. Et les plateformes collaboratives sont devenues des pièces essentielles des systèmes d'information. Autre invitation, aller assister à l'atelier de Microsoft sur sa plateforme collaborative Office 365. Alors, pour être efficaces, les plateformes de collaboration qui soutiennent l'agilité, elles ont besoin de se nourrir de données fiables qui sont, elles, issues pour l'essentiel du SIRH, du système d'information des ressources humaines. Et donc, le Core HR, l'engrenage, comme dit André, il doit se nourrir de données fiables, mais pensées plus largement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse les données qui concernent un collaborateur beaucoup plus tôt dans le cycle, c'est-à-dire dès la phase de recrutement, avant même qu'il travaille dans notre organisation, et plus profondément, et notamment en permettant au collaborateur de fournir tout un tas d'informations qu'il concerne lui-même. Donc, en fournissant ces moyens à la DRH, qui aura un engrenage digital, la DRH va pouvoir se placer au centre de l'organisation et devenir véritablement
un facilitateur de l'agilité de l'organisation. En fait, si on devait le résumer, il s'agit de transformer l'utilisateur, qui est un concept anonyme, les utilisateurs sont anonymes, en un individu avec son identité et ses préférences. Et donc transformer un anonyme avec quelqu'un qui a une identité forte, c'est une responsabilité qui revient naturellement à la DRH. Oui, mais encore faut-il avoir un véritable process de management des ressources humaines. Alors, comment Cegid peut vous aider à aller plus loin en la matière? On a posé la question à certains de vos clients, à vous, messieurs. On va regarder tout de suite la réponse. De mes idées, effectivement, c'était de se dire on a besoin d'un outil qui va nous aider à mettre en place une démarche en laquelle chacun pourra se connaître, se reconnaître, pourra constater qu'il y a des règles du jeu, que ces règles elles sont les mêmes pour tout le monde, que je parle d'un collaborateur à Lille ou à Marseille, je parle le même langage. Aujourd'hui, tous ces gains de temps dans la mise en place des processus, ça nous a permis de nous dégager du temps pour axer notre quotidien plus sur une partie vraiment ressources humaines et des solutions qu'on peut apporter aux managers au quotidien en étant moins dans l'opérationnel et plus dans le pilotage des ressources humaines. C'est-à-dire gérer la paye, la formation, l'ensemble des entretiens et l'activité. Qualitativement, le contenu a changé. Non seulement ça sert d'échange entre le collaborateur et son manager, mais ça permet aussi à l'entreprise, lors des people review, avec les équipes ressources humaines, ça sert de support à une discussion. La transformation numérique avec Cegid nous permet à nous, services RH, de nous libérer de tâches répétitives et de nous concentrer sur notre métier et redonner un sens à notre quotidien en travaillant sur la valorisation du capital humain dans l'entreprise. Je pense que ça donne beaucoup d'équilibre et beaucoup de crédibilité au fait qu'on a véritablement envie d'investir dans nos collaborateurs. L'humain a repris de la valeur. L'humain reprend de la valeur. Donc, est-ce que ça illustre bien vos propos? Je dirais plutôt que ça les complète. En effet, il y a un préalable évident à notre projet Corechar, c'est de disposer d'un système RH, notamment en matière de paie et de déclaration sociale, qui soit simple, qui soit fiable et qui soit rapide à déployer. Nous avons travaillé sur ce point où des progrès sont encore possibles dans nos produits. Et nous avons lancé un projet appelé Lean, inspiré des approches Lean de l'industrie. Et je vous invite à aller voir le forum HCM qui va suivre cette plénière pour en savoir plus. Et il y a aussi, bien évidemment, un gros sujet dans notre actualité. Il s'agit du prélèvement à la source, bien sûr. On ne se rend pas compte à quel point ce changement va être disruptif dans nos vies de salariés contribuables. Et nous avons prévu 2 ateliers sur le prélèvement à la source pour présenter ce que nous avons imaginé pour vous et comment nous pouvons vous aider à passer ce cap avec vos salariés. Le déploiement du prélèvement à la source est un sujet complexe. Nous l'avons su dès que nous avons été associés à la réflexion sur les conditions de sa mise en œuvre par les ministères et les grandes administrations impliquées. Depuis le tout début, Cegid était de la partie. Cela nous donne une forte légitimité dans ce domaine. Et c'est un sujet qui justement les concerne largement. C'est l'objet de notre prochain volet, l'expertise comptable. Évidemment, vous le savez, vous aurez des workshops dédiés vraiment à toutes ces questions tout au moment de l'après-midi. Mais d'abord, une vision plus globale de l'expertise comptable chez Cegid. Et pour ce chapitre, je vais vous proposer d'accueillir Antoine Watine pour compléter la team Cegid, ainsi que 2 clients experts comptables, Claire de Bonny pour CL Audit et Fabien Masson pour le groupe Mazars. Bonjour à tous les 3, prenez place.
Alors Antoine, vous êtes encore à cette heure directeur de l'activité du marché des experts comptables et de leurs clients, principalement petites et moyennes entreprises. Vous avez souhaité inviter 2 cabinets à nos côtés ce matin qui, évidemment, ont 2 profils bien différents. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Effectivement, j'ai souhaité inviter deux cabinets de taille et de type très différents. Vous savez, la profession comptable en France, c'est 20 000 experts comptables, c'est à peu près 15 000 structures d'expertise comptable, dont la taille moyenne est environ de 7 à 8 collaborateurs. Alors Claire Debonny, c'est tout d'abord une femme expert comptable, donc c'est bien d'inviter une femme, parce qu'elles sont encore très peu nombreuses, pas assez nombreuses à exercer en libéral. Donc bienvenue Claire. Elle est dirigeante et créatrice d'un cabinet dans le Val d'Oise, d'une dizaine de collaborateurs, un cabinet qu'elle a créé en 2005. Elle utilise une solution Cégide Quadra Expert en SaaS et développe un certain nombre de services qu'elle nous expliquera. Et puis, elle est aussi dirigeante d'un groupement d'entrepreneurs qui s'appelle Coesio dans le Val d'Oise. Et puis Fabien Masson, qui est associé du cabinet Mazars. Alors Mazars, c'est 3300 collaborateurs en France, dont 850 sur l'expertise comptable. Donc Fabien, qui est associé et pilote l'activité expert comptable, et notamment les 850 utilisateurs qui utilisent Cégide Expert aussi en SaaS, en développant un certain nombre aussi de services nouveaux et innovants au terme de Mazars, avec des préoccupations qui peuvent se rapprocher, mais qui peuvent être différentes aussi. C'est ça qui est intéressant. Alors Claire, on vient d'évoquer évidemment les défis de la transformation du métier d'expert comptable. Vous, quels sont les défis que vous y associez ? Alors nous avons 2 principaux défis qui sont principalement liés bien sûr à nos clients et à nos collaborateurs. Donc en ce qui concerne nos clients, l'enjeu idéal est qu'évidemment ils passent tous en mode SaaS afin d'automatiser les process les plus courants. Nous avons commencé par déjà à faire passer tous nos clients actuels et tous ceux qui rentrent avec la Quadrabox pour la dématérialisation des factures. Bien évidemment, on va aller plus loin, et c'est pour ça que la formation est un élément clé dans ce process. De l'autre côté, ce sont nos collaborateurs. Donc les collaborateurs, c'est toujours le problème avec la réticence au changement. Donc on a besoin de les rassurer, on a besoin de les former, c'est essentiel pour qu'ils adhèrent au projet du cabinet. La formation, donc c'est un point important sur lequel on attend un petit peu Cégide, puisque vous pouvez nous apporter une aide importante en termes de communication pour rassurer nos collaborateurs, les upgrader en compétences et puis pouvoir développer sereinement l'intégralité des offres sur la plateforme digitale pour nos clients. Antoine, on vous attend. Oui, c'est une très bonne remarque et on est très effectivement attentif à développer cette formation. Et quand on est en face d'un cabinet d'expertise comptable chez Cégide, on a toujours la double réflexion à la fois de pouvoir accompagner les collaborateurs pour les former sur les nouveaux services qu'on propose, mais on a aussi en tête de pouvoir accompagner aussi des clients du cabinet d'expertise comptable pour utiliser les nouveaux services qu'on met à disposition des cabinets d'expertise comptable sur le portail collaboratif qui permet la relation entre le cabinet d'expertise comptable et leurs clients. Donc c'est toujours cette préoccupation et tout nouveau service, on essaie d'accompagner cette double formation collaborateurs et clients du cabinet. Fabien, on l'a dit, un groupe expert comptable avec une dimension complètement différente, notamment en termes de collaborateurs par rapport à celui de Claire. Est-ce que vos défis restent finalement essentiellement les mêmes ? Alors oui, en substance, nous avons la même problématique d'accompagnement de nos clients et de nos collaborateurs. Mais au-delà de ça, les enjeux, compte tenu de la taille, sont quelque peu différents. Transformer le métier, c'est pas une chose simple. Et pour commencer, quand on a 800 collaborateurs dans le bateau, il faut qu'ils aillent tous dans le même sens. Donc notre plus grand défi, c'est déjà d'harmoniser les pratiques et la façon de faire. Et c'est une raison pour laquelle on a fait le choix de prendre l'outil en mode SaaS auprès de Cégide. Ensuite, on adresse tout le marché existant en France, de la très petite entreprise à la plus grande, du secteur non marchand. Et face à ce marché-là, les attentes sont relativement nombreuses, de plus en plus pressantes, et on doit trouver des solutions rapidement pour ces clients-là. Donc dans ce cadre-là, on a souhaité faire une relation de partenariat avec Cégide. Nous, on apporte notre expertise du marché, on apporte nos connaissances de la production comptable, et on attend et on partage avec Cégide son expertise technique. Expertise technique sur le développement d'outils comme les outils collaboratifs ou alors d'interface avec le client
sur leurs outils, sur des API pour se connecter entre clients et cabinets. Et puis, on attend aussi et on profite de ce qu'on voit aujourd'hui, l'expertise business, c'est-à-dire la connaissance des différents marchés que Cegid adresse. De plus, alors c'est un sentiment personnel que j'ai, mais je trouve que l'on a trop souvent des solutions qui arrivent sur le marché, nouvelles, qui paraissent super sympas, user-friendly, etc., de prime abord. Et quand on creuse un peu et puis qu'on regarde au final, on s'aperçoit qu'elles ont quelque peu négligé la couverture fonctionnelle, qu'elles ont négligé les aspects réglementaires ou encore la sécurité. Et dans ce partenariat, nous on attend d'avoir une solution qui soit solide et robuste. Et donc tout le compromis, c'est d'obtenir cette solidité dans un temps qui est relativement court, compte tenu des évolutions de marché. Antoine, vous entendez Fabien sur ce point ? Ah bah complètement, ouais, c'est pour ça qu'ils nous ont choisis aussi. C'est parce qu'on est robuste sur le plan de l'accompagnement réglementaire. Et je pense qu'on a une profondeur fonctionnelle qui est très forte, et parfois on peut nous en faire le reproche, mais je pense qu'il y a aussi un sujet où on a beaucoup de fonctionnalités dans nos produits qui sont encore peu exploitées. Et avant de parler d'innovation, de nouveauté, il y a encore plein de choses à mettre en œuvre dans les propres solutions qui sont en place dans les cabinets. Et c'est un vrai challenge. Donc il a la sécurité du réglementaire et des fonctionnalités, maintenant c'est la mise en œuvre, et puis après on met de l'innovation encore plus dans le partenariat et surtout dans l'axe portail collaboratif. Claire, ce message sur l'innovation, ça vous parle aussi ? Ah oui, ça nous parle tout à fait, surtout que nous, on est un cabinet à taille beaucoup plus petite que mon confrère, et donc on ne peut pas s'appuyer sur des développements internes informatiques. Donc l'appel à un prestataire comme Cegid et le passage en mode SaaS est pour nous primordial. Ça nous sécurise au niveau justement des process, au niveau de la technologie, et puis sur des données qui restent en France. Alors, j'ai envie comme ça de déplacer Noël au mois de juillet, juste pour vous sur cette scène aujourd'hui. Et si vous aviez une lettre au Père Noël Cegid à écrire, ce serait laquelle, Claire ? Alors, j'ai 2 points qui me tiennent à cœur à ce niveau-là. J'aimerais bien, si le Père Noël pouvait me donner la gestion des stocks avec Devifact, ce serait sympa. Et puis, un CRM avec intégré pour nos clients et pour le cabinet intégré à nos bases. Alors, Claire parle là des solutions qu'elle peut mettre à disposition sur le portail de son cabinet, parce qu'elle met des solutions à disposition de ses clients, notamment Devifacture pour plutôt les petits clients entrepreneurs, commerçants, artisans. Et elle voudrait qu'on y rajoute des fonctionnalités qui montent en puissance le produit Devifacture, ce qu'on va faire, on va s'attacher à faire ça. Et puis la CRM est aussi des sujets qu'on peut aborder par des partenariats. Allez, lettre au Père Noël pour Fabien cette fois-ci. Alors, comme on peut ouvrir tout le champ des possibles, exactement. On a déjà entendu parler d'international. On est sollicité par des clients étrangers. Donc, moi, j'aimerais que tous les outils collaboratifs que Cegid propose soient multilangues. Et puis, continuer le développement qui a été fait sur le full web de ces outils-là, c'est aussi relativement important. Et comme j'ai la parole, j'en profite pour mettre une 3e petite chose sur ma liste, là, qui est liée du réglementaire et comme on a parlé juste avant du fiscal, de faire la dissociation dans l'outil ETAFI entre la production de l'AS fiscale et la production de comptes annuels. C'est un message que j'ai entendu aussi. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est dans l'évolution, effectivement, de la partie réglementaire qui doit être réglée de manière la plus fiable possible avec tous les contrôles, on en a parlé avant, mais aussi apporter du pilotage d'entreprise, du conseil avec des plaquettes qui sont plus gestion que fiscale. Donc ça aussi, on l'entend bien. Et je voulais rajouter que sur le portail collaboratif, qui est quand même un axe stratégique très important, le portail collaboratif qui permet au cabinet d'entretenir la relation avec ses clients en direct via ce portail, avec un tas de services qu'on met en place. Ce qui est différent aussi entre Claire et Fabien, c'est que Claire, elle l'utilise tel que, c'est-à-dire on lui apporte la brique collaborative qu'elle prend en l'état et on la forme, tandis que chez Mazars, c'est une brique qu'on apporte qui vient se plugger dans le portail global de Mazars qui s'appelle Easy by Mazars et qui est amélioré. Donc on a les 2 approches en tout état de cause. L'axe de relation client au travail du portail collaboratif est le même. Allez, je me retourne vers les fabricants du Père Noël, pour le coup, cette fois-ci. André, d'abord, concrètement, vous en pensez quoi de ce qu'on vient de se dire, de la façon dont on peut justement mieux accompagner les défis de vos clients experts comptables ?
pense qu'on est relativement aligné sur les attentes. Notre roadmap est claire. Nous allons accentuer nos efforts pour une plus grande automatisation des tâches. Nous allons capitaliser, comme le dit Antoine, sur notre nouveau portail que nous voulons mettre au cœur de la collaboration entre le cabinet et son client. Nous investissons pour tendre vers le zéro papier. On va scanner en amont, on va ensuite capturer, interpréter les documents et on va créer des espaces de partage et de chat. Nous voulons créer de la valeur pour les petites entreprises grâce à des solutions simples et orientées sur leur métier, y compris les stocks, Claire. Merci. Et qui tirent toute leur puissance de la collaboration avec le cabinet. Grâce à cela, nous allons donner au cabinet de consacrer vraiment plus de temps et de ressources pour apporter du conseil aux entreprises. Sylvain, en matière de données, ça veut dire quoi? On peut dire tout tourne aujourd'hui autour des données. L'expert comptable devient plus que jamais un concentrateur de données. Par exemple, et Pascal Houillon l'a dit ce matin en introduction, nous collectons chaque mois 4 millions de factures qui transitent entre l'expert comptable et son client. On atteindra assez rapidement les 10 millions. Donc toutes ces données, on va apprendre à les interpréter. L'intelligence artificielle, c'est d'apprendre les ordinateurs à apprendre. Dernière invitation, allez sur l'atelier d'IBM qui est consacré aux usages de l'intelligence artificielle, vous y apprendrez beaucoup de choses. Donc on va apprendre à interpréter les données pour fournir des services nouveaux à l'expert comptable et à son client. On pourra par exemple identifier des données qu'on attendait et qui ne sont pas parvenues, des données qui contiennent des variations anormales de valeur. On va pouvoir comparer des prix, comparer des volumes, ou par exemple à la jeune dirigeante d'une petite entreprise. Une SAR à l'associé unique, tout prévoir à partir des dépenses qu'on connaît déjà d'elle, prévoir ses dépenses futures. Toutes les études le montrent, les métiers de la comptabilité font partie des métiers qui seront le plus transformés par les potentialités de l'intelligence artificielle. Et nous considérons que c'est une opportunité formidable et on va la vivre, on va la saisir ensemble. Cégide, historiquement, a toujours été là à chaque grande rupture technologique. Dès sa naissance en 1983, lorsque Jean-Michel Aulas l'a créé, on est au moment de la rupture technologique, de l'émergence de l'informatique décentralisée, de la micro-informatique. Nous l'avons vécu encore récemment avec l'émergence du cloud. C'est l'histoire de Cégide. On a été là, on est là, on sera toujours là. Notre objectif, c'est de fournir l'usage le plus productif, le plus pertinent, et j'ajoute, c'est très important, le plus éthique de toutes les données à nos clients experts comptables. Je vous fais un aveu à tous, c'est un challenge qui nous excite terriblement. Voilà. Et donc on a envie de partager avec vous l'énergie que ça nous donne et l'immense enthousiasme que ça nous procure. Merci infiniment. Des applaudissements pour vous soutenir. Pour répondre à cet enthousiasme, justement, alors saisir les opportunités, vous le savez, c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut le faire. Juste à l'issue de cette première séance plénière à 11h30, très précise, on se retrouve, nous, dans cette salle pour l'ouverture des forums métiers dédiés. On continuera à filer la métaphore avec Antoine, notamment sur l'expertise comptable. J'ai quand même oublié de dire quelque chose, parce que tout le monde n'est pas expert comptable dans la salle, c'est qu'on a un expert comptable sur 2 en France qui utilise les produits Cégide, quand même, c'est important. Peut-être le mien, tiens d'ailleurs. Et peut-être le vôtre aussi. Parce que se reconnaît Dominique Perrier, s'il est dans cette salle. Je sais que je lui dois pas mal de notes de frais d'ailleurs pour la fin du mois. Donc, à 11h30, ici, on se retrouve dans cette salle pour l'ouverture des forums métiers. Autres forums métiers qui vous seront proposés, bien évidemment, dans cet espace du niveau 2 du Palais des Congrès. On va se quitter le temps d'un café, le temps d'une visite du village technologique. Cet après-midi, on se retrouvera à nouveau pour les ateliers thématiques. Et puis, la plénière de clôture à 17h45 avec Bertrand Picard. Je vous dis à tout à l'heure. Merci.